Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'1 milliard d'années. L'un des êtres vivants les plus primitifs et l'un des plus simples. Pourtant, derrière son apparente simplicité, se cachent des capacités incroyables. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pattes. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Son nom scientifique est Physarum polycephalum. Et il est aujourd'hui étudié par des chercheurs du monde entier. Biologistes, physiciens ou mathématiciens, leur découverte nous entraîne dans un voyage au cœur de l'étrange. Ils nous font découvrir un nouveau champ scientifique dans lequel le mot intelligence ne rime pas forcément avec cerveau. Voici la véritable histoire du blob. Dans le grand arbre de la vie, Physarum polycephalum a longtemps été rangé parmi les champignons. Il fait en effet partie de la classe des myxomycètes, littéralement champignons gluants. Mais si le blob partage avec les champignons le goût pour les milieux sombres et humides, et qu'il se développe le plus souvent à l'ombre des sous-bois, il possède une aptitude qui désarçonne les mycologues. Il se déplace. Sans organes dédiés, pas de pattes, pas de système de propulsion, le blob se déplace grâce à un réseau de veines à la vitesse d'1 centimètre par heure. Mais lorsqu'il est affamé, il peut faire des pointes à 4 centimètres à l'heure. Le blob est un véritable glouton. Il se nourrit de bactéries, de levures et de champignons. Mais le plus impressionnant, c'est que le blob est une seule cellule géante qui double de volume tous les jours et peut atteindre jusqu'à plusieurs mètres de diamètre. Cela fait du blob l'une des très rares cellules visibles à l'œil nu. Audrey Dussutour est l'une des plus grandes spécialistes mondiales du blob. Chercheuse au CNRS à Toulouse, elle est docteure en éthologie, cette branche de la biologie qui s'intéresse au comportement animal. Elle a commencé sa carrière par l'étude des fourmis et plus particulièrement leur nutrition. Jusqu'à une rencontre inattendue. La première fois que j'ai rencontré Physarum polycephalum, c'était quand j'étais en postdoctorat en Australie. Mon directeur de recherche à l'époque, Steve Simpson, qui est un grand spécialiste de la nutrition, était en train d'écrire un ouvrage sur la nutrition qui allait de l'insecte à l'homme. Et il m'a dit au cours d'une conversation, ça serait super d'écrire un ouvrage qui allait de la cellule à l'homme. Et on a discuté un petit peu d'organismes unicellulaires qu'on pourrait tester. Et il fallait un organisme unicellulaire suffisamment grand pour être observé. Alors la première fois qu'il est arrivé au laboratoire, on a tous été un petit peu déçus parce que ça ressemblait plus à une vieille omelette, des œufs brouillés, qu'à un organisme unicellulaire. Alors on l'a pris, on l'a mis dans un placard et on l'a oublié jusqu'au lendemain. Et là j'ai compris l'intérêt d'un tel organisme parce que quand j'ai ouvert le placard, le blob s'était échappé et avait commencé à couvrir le fond du placard. Comme un animal affamé, le blob s'était échappé à la recherche de nourriture. Cette cellule étonnante ne pouvait être qu'un sujet d'étude fascinant
pour cette spécialiste du comportement animal. Sa première publication marquante a révélé que le blob est un génie de la nutrition. En laboratoire, la plupart des scientifiques dans le monde le nourrissent avec des flocons d'avoine. Or, quand on veut étudier en fait comment un animal régule ses besoins nutritionnels, travailler sur un aliment unique, les flocons d'avoine, c'était un problème. Donc, il nous a fallu créer des recettes spéciales pour blob. Donc au départ, on est allé un petit peu à tâtons et on a créé des flans. Nous, on appelle ça des flans, une espèce de crème brûlée dans lequel on va pouvoir modifier la quantité de protéines et de sucre. Et donc, comme ça, on a créé 35 recettes différentes, chacune caractérisée par un ratio protéines-sucre particulier. Et on a également fait varier la concentration en nutriments dans ces flans. Grâce à cette méthode, Audrey Dussutour a pu déterminer le régime alimentaire idéal pour le blob et créer le flan optimal pour sa croissance. Avant de lui lancer des défis nutritionnels. Pour pouvoir observer et rendre compte des choix du blob, la chercheuse et son équipe font appel à une technique adaptée à la lenteur de leur sujet, le time-lapse. Ces prises de vue, image par image, sur des périodes de 24, 48 ou même 72 heures, leur permettent de voir évoluer le blob lorsqu'il est soumis à une expérience. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert à Physarum polycéphalum des cafétérias. Donc dans cette cafétéria, Physarum polycéphalum avait face à lui plusieurs flancs, chacun caractérisé par un ratio protéines-sucre différent, et un seul de ces flancs correspondait à son optimum. Après quelques tâtonnements, le blob délaisse les flancs les moins adaptés pour privilégier le flanc optimal. Et on a vu dans cette expérience que Physarum polycéphalum était un petit peu un génie de la nutrition, car il se dirigeait vers le flanc qui allait maximiser sa croissance. Et si aucun flanc n'est parfaitement dosé, il parvient à recomposer le régime idéal pour sa croissance en combinant deux préparations imparfaites, l'une trop sucrée, l'autre trop protéinée. Si vous confinez un homme à des régimes qui sont considérés comme déséquilibrés, il va essayer de maximiser son apport en protéines. Le blob, lui, ne fait pas d'excès. Chez l'homme ou l'animal, la gestion des besoins nutritionnels se fait grâce au cerveau, en lien permanent avec l'estomac. Le blob, lui, n'a ni cerveau ni estomac. Pourtant, il est capable d'optimiser l'apport en nutriments essentiels à sa croissance. Autre phénomène remarquable, quand les conditions deviennent vraiment mauvaises et qu'il n'y a plus de nourriture, le blob forme une sclérote. Il s'assèche et rentre en dormance. Il peut rester ainsi pendant près de 2 ans. Pour le raviver, il suffit simplement de l'arroser d'eau. À son réveil, le blob retrouve une vigueur juvénile, prêt à se livrer à de nouvelles aventures. Cet organisme aux particularités extraordinaires, Audrey Dussutour n'est pas la première à l'avoir étudié. Au Japon, il existe une longue tradition d'études des myxomycètes. Le professeur Toshiyuki Nakagaki de l'université d'Hokkaido fait ainsi partie de la 3e génération de chercheurs japonais à se passionner pour le Physarum. Au sein de la communauté scientifique,
Toshiyuki Nakagaki est considéré comme le maître des blobs. Il est le premier à avoir révélé leur extraordinaire capacité de déplacement. Pour ce biophysicien, travailler sur les êtres unicellulaires revêt un caractère fondamental. La cellule est la plus petite unité d'un organisme vivant. C'est l'unité commune à tous les êtres vivants, ce qui fonde leur composition. C'est l'essence même de la vie. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Le blob n'est pas une cellule comme les autres. Sa grande taille permet des expérimentations inédites. Le professeur Nakagaki et son assistant Daniel Shenz peuvent donc le confronter à des tests de comportement généralement réservés aux animaux. Notamment le test du labyrinthe. Le blob est placé dans un labyrinthe en présence d'une source de nourriture. Va-t-il trouver son chemin ? Le blob déploie son réseau de veines à la recherche de la nourriture. Il ne se perd pas dans le dédale. Il atteint son but. Dans une seconde expérience, un blob est méticuleusement positionné sur toute la surface du labyrinthe. À l'entrée et la sortie du labyrinthe, des flocons d'avoine sont placés afin de tester la capacité du blob à relier les deux sources de nourriture. La réponse du blob est saisissante, car il élimine progressivement tous les chemins inefficients. Il ne reste bientôt plus qu'une seule veine qui relie les deux sources de nourriture en empruntant le chemin le plus court. Le blob vient de réussir le test du labyrinthe. En choisissant le chemin le plus court, il optimise le transfert des nutriments au sein de son organisme. Au vu de ce résultat incroyable, le professeur Nakagaki publie un article dans la prestigieuse revue Nature. Le retentissement est énorme. En 2008, il reçoit le prix Ig Nobel, un prix scientifique qui récompense des recherches sérieuses sur des sujets incongrus. Des recherches qui font sourire, puis réfléchir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu analyser ce réseau de veines que crée le physarum pour optimiser son accès à la nourriture. Physarum est un organisme particulièrement intéressant pour étudier les réseaux de transport au sein du vivant. Il est lui-même un réseau de transport qui s'adapte en permanence. Donc, si vous voulez étudier comment l'architecture d'un réseau réagit en fonction des circonstances, le physarum est l'organisme idéal pour cela. Le professeur Nakagaki et ses équipes ont décidé de comparer les réseaux créés par le blob à un système existant. En l'occurrence, le réseau ferroviaire japonais, unanimement reconnu comme l'un des plus performants au monde. Sur une carte de la région de Tokyo, les villes principales ont été remplacées par des flocons d'avoine, alors que le blob est disposé sur la capitale. Physarum va-t-il se montrer à la hauteur du défi ? Le blob explore son environnement et reconfigure en permanence son réseau de veines à mesure qu'il découvre les flocons d'avoine. Il renforce les liens entre les différentes sources de nourriture, tandis que les autres disparaissent.
le réseau créé par le blob se révèle aussi efficace et performant que le système ferroviaire existant. Le blob rivalise avec les meilleurs ingénieurs dans la conception d'un réseau optimal. Il fait toujours les choix les plus efficaces et se repère dans l'espace avec une étonnante facilité. Les mécanismes de déplacement du blob, Audrey Dussutour et ses collègues australiens en ont révélé l'un des secrets. Lorsqu'on regarde Physarum polycéphalum se déplacer, ce qui frappe, c'est que Physarum polycéphalum, finalement, ne passe jamais 2 fois au même endroit. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que est-ce que le blob n'utiliserait pas une forme de trace chimique pour mémoriser son environnement? Une stratégie qu'on retrouve chez les fourmis qui émettent des traînées de phéromones pour marquer la présence de nourriture et s'en rappeler. Cette mémoire externe sert aussi aux autres membres de la colonie pour repérer la nourriture. Si on regarde le blob se déplacer, on voit que derrière lui, il laisse une traînée de mucus, une espèce de gel, un petit peu comme les escargots. Et on s'est aperçu que ce mucus était répulsif, c'est-à-dire que le blob ne voulait pas ramper 2 fois sur son mucus. Donc on a monté une expérience pour montrer que ce mucus pouvait être utilisé comme une forme de mémoire externe. Donc vous avez un piège en forme de U, vous avez le blob à un certain endroit qui doit rejoindre une source de nourriture qu'il peut percevoir à distance parce que la nourriture diffuse dans l'environnement, mais entre lui et la nourriture, quelque chose qu'il ne peut pas voir, il y a un piège en forme de U. Donc qu'est-ce que va faire le blob? Forcément, c'est de foncer vers l'avant, vers la nourriture et se retrouver piégé dans le U. Donc la tâche, c'est de contourner le U et de trouver la source de nourriture. Donc une fois qu'on avait montré que le blob était capable de faire ça, on a fait une 2e fois l'expérience, mais cette fois on a couvert l'environnement avec du mucus. On fait croire finalement au blob qu'il a déjà tout exploré. Et dans cette situation-là, le blob n'était plus capable de trouver sa source de nourriture. Donc on avait ainsi prouvé que pour le blob, son mucus est répulsif et il s'en sert pour marquer les territoires déjà explorés. Comme les fourmis, le blob est donc capable de développer une forme de mémoire externalisée grâce à son mucus. Pour Audrey Dussutour et ses collègues, cette découverte constitue un pas de géant dans la compréhension du comportement du blob. Cet organisme ne cesse de repousser le champ des possibles. Quand on voit les capacités de Physarum polycéphalum, il peut sortir d'un labyrinthe, créer des réseaux optimisés, sortir d'un piège en U, équilibrer son régime alimentaire, on peut se poser la question forcément de est-ce que cet organisme est intelligent? Pendant des siècles, la notion d'intelligence a été réservée à l'être humain. Homo sapiens, être de raison et de réflexion. C'est seulement au XXe siècle que les chercheurs ont commencé à parler d'intelligence chez les animaux en découvrant leurs capacités cognitives, la communication, la mémorisation ou la prise de décision. Aujourd'hui encore, la communauté scientifique a tendance à restreindre la notion d'intelligence aux êtres vivants complexes, dotés d'un système nerveux et d'un cerveau. Mais depuis quelques années, l'étude des processus cognitifs chez des organismes plus simples est en train de faire tomber des barrières. L'idée d'une forme d'intelligence sans cerveau est défendue par de véritables pionniers dans leur domaine. C'est dans ce but qu'a été créé à Florence le Laboratoire international de neurobiologie des plantes.
František Baluška et Stefano Mancuso sont deux des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence chez les végétaux. La question de l'intelligence, le fait que les plantes ou les autres organismes soient intelligents ou non, dépend beaucoup de la définition que nous en donnons. Personnellement, je pense que la définition correcte de l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Du fait que cette notion est liée essentiellement à l'être humain, il est difficile de parler d'intelligence chez d'autres organismes. Mais en fait, c'est tout simplement la capacité des organismes à survivre. Et il faut vraiment une intelligence élevée pour survivre en pleine nature dans un environnement difficile. La notion d'intelligence chez les végétaux a toujours été controversée. Charles Darwin lui-même a dû faire face aux railleries de ses pairs quand il évoqua, dès 1870, la possibilité d'une intelligence chez les plantes. Que nous dit Darwin? Que tout organisme vivant a deux pôles. Il a un pôle cognitif et un pôle reproducteur qui sont placés de part et d'autre de l'organisme. Les plantes sont comme des êtres humains à l'envers. Elles ont la tête sous terre, et ce que nous pouvons voir, les fleurs, c'est la partie reproductive. En fait, c'est comme ça que nous devons voir les plantes, comme quelque chose de similaire à ce pôle-là. Le père de la théorie de l'évolution pressentait déjà l'importance des racines et osait l'analogie avec le cerveau. Selon Darwin, il y a, à l'extrémité de la racine, l'équivalent d'un petit cerveau, comme le cerveau d'un insecte, qui guide la plante. En 2005, avec Stefano, nous avons commencé à démontrer que cette théorie était loin d'être délirante. Au contraire, elle est porteuse d'un message très important. Et depuis lors, nous avons publié plusieurs articles qui viennent confirmer cette théorie. Suivant l'intuition de Darwin, les deux chercheurs ont démontré l'importance de la pointe de la racine dans la croissance d'une plante. Lorsqu'elle se développe, la racine effectue une avancée progressive accompagnée de contacts successifs avec le sol. Elle tâtonne, cherchant à éviter les obstacles, à la recherche du meilleur environnement possible pour se développer. En revanche, lorsqu'on coupe l'extrémité de la racine, elle pousse beaucoup plus rapidement, mais tout droit. Elle n'est plus capable d'analyser son environnement.